Une dernière petite capsule pour le cours du 25 novembre, afin de me permettre de compléter avec vous le chapitre sur les céramiques, comme nous avions entamé dans la capsule précédente. Euh, Parler un peu plus en détail des céramiques, on va se diriger vers des céramiques dites techniques qui sont employées aujourd'hui depuis plusieurs années pour aller chercher de meilleures propriétés de la part des céramiques. Ces propriétés, surtout mécaniques, dépendent de quoi? Ben, dépendent des matières premières employées. Donc, à partir de là, ça renvoie sur ce qu'on appelle les céramiques techniques. Par rapport aux céramiques traditionnelles, comme j'ai parlé dans la capsule précédente, les céramiques traditionnelles, c'est qu'on utilise le matériel tel quel prise dans la croûte terrestre ou encore précédé d'un certain traitement. Euh, donc, dans le cas par exemple, de l'alumine, là, c'est certain que l'alumine a été subi le procédé Maillard pour être purifiée auparavant, mais elle est utilisée telle quelle dans la fabrication d'une pièce en céramique sans ajout d'additifs nécessairement. Donc, on peut modifier les propriétés mécaniques en faisant des mélanges. Donc, dépendamment des matières premières employées, particulièrement soit qu'on emploie un mélange de certains oxydes dans des proportions bien définies ou accompagné de d'autres types de molécules comme des carbures, par exemple. Ce que représente justement l'image qui est à gauche, en bas, là, où on va faire, pour une céramique donnée, on va mélanger plusieurs ingrédients ensemble dans des proportions bien définies pour chercher des caractéristiques précises. Et puis, ça dépend non seulement des ingrédients, mais ça dépend aussi des méthodes, la méthode de fabrication qui va jouer sur la microstructure finale et déterminer la répartition des phases, s'il y a des phases qui apparaissent en fonction du mélange qu'on a utilisé. Donc, la méthode de fabrication, là, j'ai mis une image d'une opération de ce qu'on appelle de frittage, un four dans lequel on va procéder à l'agglomération des particules pour obtenir une pièce donnée. Justement, je parlais de frittage. Euh, cette, euh, Cette diapo-là montre le processus de frittage. Donc, si vous ne savez pas exactement c'est quoi, ben, le frittage, c'est quoi? Ça consiste à partir de poudre. Ça peut être des poudres de métal, parce on peut faire aussi des opérations de mise en forme par frittage avec des particules métalliques, mais on peut aussi le faire à partir de molécules, des oxydes, pour la fabrication de pièces en céramique. Donc, à partir de poudre qu'on va compacter dans dans un moule, si on veut. On va ajouter des additifs, comme par exemple de l'eau ou d'autres matières pour aider à l'agglomération des particules, à la compaction des particules. Bien, on va procéder suite à un chauffage à une température relativement élevée dans le cas des céramiques pour forcer les particules à fusionner entre elles sur leur point de contact. Donc, c'est ce que vous voyez là dans la deuxième image. On voit bien que les particules commencent à se souder les unes aux autres. Donc, c'est le processus de frittage. Et tout dépendant de la température et du temps de maintien à température, ben, on peut faire évoluer le processus de frittage entre les particules de façon à avoir un résultat tel que représenté sur le dernier carreau à droite. Donc, un matériel avec une microstructure là, quand même assez compacte générer des points, ce qu'on aurait pourrait appeler, on pourrait pas appeler ça, on pourrait peut-être appeler ça des joints de grains, là, ce que vous voyez, les lignes blanches, mais ce sont les points de jonction, les frontières de jonction qui sont créées entre les particules au terme de l'opération de frittage. Et ça va générer des microporosités parce que c'est pratiquement impossible d'assurer un frittage à 100%. Donc, ce procédé-là génère habituellement des microporosités, des vides. Donc, le matériau obtenu est hétérogène. Bien entendu, lorsqu'il y a de l'eau de mélanger au mélange, ben, il y a un processus de cuisson qui accompagne le frittage et bien sûr d'évaporation de l'eau. Et tout dépendant du matériau, on va avoir des présences de phases cristallines, dans certains cas, vitreuses ou amorphes.
Et comme je l'ai dit tout à l'heure, tout dépend des conditions de fruitage, on va générer des pores ou des porosités plus ou moins grands et nombreux. Vous avez un tableau ici indicatif encore pour différents types de céramique pour illustrer finalement les répercussions de l'emploi d'eau pour aider à l'agglomération des particules. Donc, tout dépendant du niveau de porosité par l'utilisation d'eau au terme de la cuisson du processus de fruitage, on va utiliser des termes pour qualifier la céramique. Donc, par exemple, si au terme des les procédés, c'est-à-dire les paramètres de fruitage font en sorte que le niveau de porosité, le volume des porosités représente 15 à 30 du volume de la pièce, qui est très gros, on va parler de terre cuite. Donc, on parle de température de cuisson plus faible parce que le niveau de fruitage est moins prononcé, 950 à 1050 degrés C. Donc, les briques, les tuiles, les conduits de fumée, tuyaux de drainage, donc ce sont des exemples d'applications, les poteries, pour lesquelles on va obtenir ce qu'on appelle une terre cuite de par le niveau de porosité au terme du procédé de fritage, 15 à 30 Et puis, au fur et à mesure qu'on utilise des conditions de fruitage plus sévères, température plus élevée, qui va générer donc une intimité plus intense entre les particules, donc un niveau de porosité plus petit. Donc, dans le cas d'un niveau de porosité de 10 à 15 on va parler de faïence. Équipement sanitaire, vaisselle, carreaux de céramique. Donc, ce sont des exemples de faïence dans lesquels il y a un 10 à 15 de porosité. Et puis, lorsque le taux de porosité est encore plus faible, on a des températures de cuisson encore plus élevées, 0,5 à 3 de niveau de porosité, on va parler de grès. Donc, les carreaux de sol, mais justement, les carreaux de céramique pour le sol, tuyaux, appareils de chimie, équipements sanitaires encore, même pour une meilleure qualité, jusqu'à déboucher sur ce qu'on appelle les porcelaines, où le niveau de porosité peut être de 0,9 à 2 Donc, la vaisselle, les appareils de chimie encore, isolateurs électriques. Donc, les températures de cuisson peuvent aller jusqu'à 1400 degrés C. Donc, voyez-vous, tout dépendant uniquement en jouant sur la température de cuisson, on joue sur l'intimité des particules et sur le niveau de porosité, et à partir de là, on va utiliser différents termes pour différencier ces céramiques-là uniquement au niveau des conditions de fritage. Donc, je parlais des céramiques techniques. Donc, les céramiques techniques, par différenciation, par rapport aux céramiques dites traditionnelles, bon, ben, il y a des différences à plusieurs niveaux, les céramiques techniques. Donc, on a affaire à une céramique technique parce qu'on exerce un meilleur contrôle des matières premières au niveau de la composition. Donc, on fait des mélanges de plusieurs composés dans des compositions à partir de leur état pur, puis on les mélange entre eux donc, dans des proportions bien définies. Donc, on a un contrôle parfait sur la composition chimique. À l'inverse que lorsqu'on parle d'une argile, on va la prendre telle qu'elle avec sa composition de la croûte terrestre, donc pour donner lieu à des céramiques dites traditionnelles. À l'inverse, les céramiques techniques, ben, on peut obtenir une composition précise désirée. On va aussi pouvoir utiliser des granulométries très précises, les paramètres de fritage aussi, sur lesquels on va pouvoir jouer, la pression, la température, le temps. Elles sont entièrement cristallines et non poreuses. Donc, les céramiques techniques, à la différence des céramiques traditionnelles qui faisaient l'objet du tableau précédent, ben, il n'y a pratiquement pas de porosité dans les céramiques techniques, ce qui va grandement améliorer les propriétés mécaniques. Donc, les céramiques vont être moins fragiles parce que les porosités fragilisent beaucoup le comportement en traction, en flexion et en torsion des céramiques traditionnelles. Les porosités représentant, bien entendu, là, des amorces de fissures importantes, ce que possèdent moins les céramiques techniques. Donc, les céramiques techniques sont plus tenaces que les céramiques traditionnelles. Vous avez sur l'image des micrographies de céramique qui mettent en évidence finalement le niveau de porosité qui est beaucoup plus bas que ce qu'on a dans les céramiques traditionnelles. Donc, vous avez différents grossissements, là. C'est le même matériau, mais pour des grossissements différents. Donc, vous avez un grossissement, une échelle de 100 microns, 20 microns et 2 microns pour mettre en évidence finalement que le niveau de porosité était très, très, très bas dans les céramiques techniques. Voilà.
Ce que je vous montre ici, c'est une application classique des céramiques techniques. En fait, ce que vous avez ici, c'est une hanche de remplacement. Vous avez une partie qui est faite en titane, bien entendu, la partie qui est à toute ce qui remplace la partie qui remplace la hanche en tant que telle est en titane, mais vous avez la cotyle là, qui fait le lien entre la hanche et le fémur. Et ça, c'est généralement en céramique. Donc, ça fait une transition entre l'os et le titane. Donc, la céramique en alumine est un très bon matériau pour ce genre d'application-là. Toutes les céramiques ne sont pas obtenues par cuisson et fritage. Par exemple, les bétons, les ciments et le plâtre. Bien entendu, lorsqu'on coule du béton pour faire des solages de maisons ou d'autres structures dans le domaine du bâtiment et dans les infrastructures routières, on ne fait pas cuire le béton, là. On n'a jamais vu un solage être cuit au four après sa coulée. Euh, Ni le plâtre d'ailleurs. Donc, ces céramiques-là, entre guillemets, parce qu'ils font quand même partie de la famille des céramiques, ces matériaux-là, vont durcir et atteindre leurs propriétés par réaction chimique et non pas par fritage et cuisson. Donc, ce qui va faire en sorte d'avoir, de donner au matériel une résistance, une cohésion, ce sont des réactions chimiques qui ont lieu pendant la période de séchage, entre guillemets, parce que c'est pas seulement du séchage, c'est vraiment une réaction chimique qui, euh, qui, euh, qui évolue avec le temps pour, au final, au bout d'un certain nombre de jours, donner lieu à des caractéristiques finales. Justement, vous voyez ici là, un graphique qui montre la, la perte d'eau lorsque l'eau s'évapore tranquillement et participe à la réaction chimique à l'intérieur du ciment, mais progressivement, le ciment ou le béton acquiert sa résistance requise à la compression. Donc, vous avez trois courbes ici là, pour un rapport massique au ciment de départ donné, comme par exemple si on prend 0,5. Donc, autrement dit, vous avez deux fois plus de ciment que d'eau à l'origine lors de la coulée. Ben, plus le séchage opère au fil des jours, après 3 jours, vous avez une certaine résistance à la compression qui augmente avec le temps de prise. On peut pas utiliser le mot séchage parce que c'est une prise. L'eau réagit chimiquement pour donner d'autres composés formant le ciment. Oui, il y a une certaine quantité d'eau qui va s'évaporer, mais c'est vraiment une prise, une réaction chimique. Donc, c'est au bout d'un. Les bétons, habituellement, atteignent leur résistance maximum. Là, on pourrait dire que la réaction chimique de prise est complétée au bout d'un mois à peu près. Et bien entendu, là, moins on utilise d'eau, donc le rapport massique, il est d'autant plus petit, le rapport massique au ciment. Donc, à gauche du graphique, mettons pour des valeurs de 0,3, on utilise moins d'eau, mais on va obtenir des résistances mécaniques, là, au final, plus élevées. Donc, c'est un compromis. Plus il y a d'eau, plus ça facilite la coulée du béton ou la, la- la facilité de mettre en œuvre, finalement, une pièce en béton, mais à l'inverse, on perd des propriétés mécaniques au final. Donc, puisque ces matériaux demeurent hétérogènes, donc le cas du béton, c'est fortement hétérogène. Donc, c'est un mélange de plusieurs constituants euh, donc, l'intimité du mélange n'est pas si grande que ça. Et en plus, ça renferme des pores. Donc, leur comportement reste comparable à celui que nous venons de décrire, c'est-à-dire fragile, très résistant en compression, mais pas vraiment en traction ni en flexion. Donc, les matériaux obtenus par fusion et solidification, exception faite des verres, sont peu nombreux, avec un X, bon, c'est ordinaire, ça, peu nombreux. Matériaux réfractaires, électrofondus, émaux, fibres de céramique, ce sont des exemples de réfractaires pour lesquels la porosité est pratiquement nulle. Euh, Leur fragilité, par contre, demeure élevée à cause des défauts de surface. Donc, ce sont des matériaux qui rayent très facilement en surface et ces rayures-là peuvent servir facilement d'amorce lorsque ces pièces subissent des chocs un peu trop importants. Donc, ça peut être aussi relié à des défauts de fabrication, des impuretés, hétérogénéité.
Ça peut être aussi, la fragilité peut être liée aussi aux contraintes résiduelles qui ont été engendrées lors de la fabrication puis qui demeurent dans la pièce aussi en service. Et voilà, c'était une toute petite capsule là, pour terminer, pour clore sur les céramiques. Donc l'idée du chapitre sur les céramiques, là, c'était seulement de situer ce type de matériaux-là par rapport à l'ensemble des matériaux qui ont été abordés dans le cours. Puis les céramiques aussi, comme je l'ai dit au début du chapitre, ben, c'est un matériel important en métallurgie, ne serait-ce qu'on l'utilise dans la fabrication des équipements pour fusionner, élaborer les alliages métalliques dans les fonderies ou dans les aciéries, les alumineries. Donc c'est pour ça que c'est pour ça que c'est un matériau que tout futur métallurgiste doit au moins voir une fois dans sa formation. C'est ce que je fais, c'est ce que j'ai fait présentement. Donc ça complète déjà le cours du 25 novembre. Et puis, je vous ai envoyé, là, si vous voyez Normalement, je pense que vous l'avez reçu en courriel au moment où vous consultez cette capsule-là, mais je vous rappelle qu'il y a un examen pratique de prévu depuis le début de la session. C'est un essai de traction tout simplement sur une éprouvette circulaire en aluminium. Je vais aussi, je vous le rappelle, je l'ai mentionné dans une capsule précédente, que je vais accorder le dernier cours théorique qui est prévu le 9, je crois, décembre, pour de la révision, pour vous préparer pour l'examen de synthèse. Donc là-dessus, je vous souhaite un bon reste de semaine et une bonne fin de semaine et tant qu'à ça, une bonne fin de session aussi. Et je vais revenir pour une dernière capsule. Ben, je pense qu'il va me rester pour deux capsules, là, un dernier chapitre, là, peut-être que ça va prendre seulement une capsule, là, mais c'est un chapitre qui va être consacré aux outils des choix de matériaux. Et voilà.